Voilà, et j'ai le plaisir d'accueillir Hélios Azoulay pour son nouveau livre « Les reflets du hasard », un livre qui sort cette semaine, un nouveau roman. Hélios Azoulay, bonjour. Bonjour, cher Lise Gutmann. Alors, Hélios, vous êtes compositeur, clarinettiste, écrivain, comédien. Vous dirigez également l'ensemble de musique incidentale, dont on écoutera un extrait à la fin de notre émission. L'ensemble de musique incidentale avec lequel vous êtes devenu l'interprète de référence des musiques composées dans les camps. Vos romans précédents, moi aussi, j'ai vécu chez Flammarion et juste avant d'éteindre aux éditions du Rocher, ont tous deux été adaptés au théâtre. Le nouveau, qui est en train de sortir, Les reflets du hasard, pourrait même l'être. J'y ai pensé en lisant la 4e de couve. Je me suis dit, et pourquoi pas celui-là? Alors, pour moi, ça a été votre roman, un des romans de mon été, que j'ai vraiment savouré, comme on dit, et que je conseille plus. Hélios Azoulay, vous jouez au loto? C'est une très bonne question. Et écoutez, il m'arrive d'avoir cette faiblesse et de nourrir ce fantasme du gain. Absolument. Donc, j'imagine, nos auditrices et nos auditeurs doivent se dire, c'est bizarre, pourquoi elle lui demande ça? Ben, tout simplement parce que votre roman commence avec l'histoire d'un homme. Il se trouve que c'est un homme juif, ce qui n'est pas étonnant dans vos romans, d'un homme qui joue au loto, qui gagne 88 millions d'euros et qui décide de ne pas les récupérer. C'est une histoire invraisemblable. Je vois même que ça fait un choc à notre réalisateur technique et c'est une analyse tout en profondeur des méandres psychiques de ce qui pourrait arriver. C'est vrai que c'est une idée formidable. En même temps, si on se recadre stricto sensu sur votre roman, Hélios, il n'y a pas qu'un roman dans votre roman. Moi, j'en ai vu plusieurs, mais peut-être ai-je tort. C'est vous qui allez nous le dire. Alors, comment est née cette idée? Vous savez, les idées tombent vraiment de l'arbre. Donc, je ne pourrais pas véritablement vous dire de quelle manière, un jour, si je dois, chère Lise, si vraiment je dois vous dire la vérité, l'idée m'est venue un jour en sortant de la douche. Vous voyez, quand même, il n'y a pas grand-chose à raconter, quand même. Oui, mais enfin... J'ai trouvé... Oui. Allez-y. Mais j'ai trouvé cette idée amusante. Et passionnante parce que oui, vous comme moi, vous me demandiez tout à l'heure si je joue au loto, mais je veux dire toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui de temps en temps jouent, remplissent, cochent les chiffres, espèrent gagner, etc. Bon, évidemment, je veux dire, aucun d'entre nous, si on gagnait cette grosse cagnotte de 88 millions d'euros, serait tenté de ne pas aller finalement chercher ce gros chèque. Et ce personnage, sans véritablement se l'expliquer à lui-même, sans d'ailleurs l'expliquer à son entourage, que ça rend fou, n'est-ce pas? Eh bien, décide effectivement de ne pas y aller. Finalement, c'est comme, dans une certaine mesure, s'il ne le sentait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que ça va créer, et c'est ça qui rend le roman terrible, effectivement, à la fois burlesque, dingue et terrible, c'est qu'au final, tout son entourage va se coaliser contre lui dans une espèce d'alliance de la haine, parce que personne ne comprend évidemment cette folie, cette incohérence, et pour eux c'est un vol. Ce qui est d'ailleurs assez amusant et paradoxal, c'est-à-dire qu'il est même accusé de voler un argent, et de voler ces 88 millions d'euros. Et le monde va devenir fou, et à mon sens d'ailleurs beaucoup plus fou que lui. Beaucoup plus fou que lui. En même temps, moi, ce qui m'a étonné, c'est que on sait, j'avais lu un article là-dessus il y a quelques années, on sait qu'il y a des gagnants du loto qui ne réclament pas leur gain. C'est un fait avéré. C'est très loin d'être systématique, mais ça arrive parfois, même si c'est pas forcément des gains aussi importants. Mais en même temps, ils ne le disent peut-être pas
à leur entourage. Mais lui l'a dit, et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que si c'était resté anonyme, à la limite, il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de roman. Mais lui, non seulement le fait de raconter « je les ai gagnés et je n'irai pas les chercher », c'est une forme de revendication. Pas véritablement, parce qu'il n'agit pas, vous voyez, je veux dire, c'est pas un homme qui d'un seul coup trouve que l'argent, ce serait quelque chose de sale. Oui. Non, non, c'est pas du tout je veux dire, pas un communiste, un gauchiste, non, pas du tout, rien à voir du tout avec ça. C'est véritablement un homme qui, à un moment, au moment de l'hystérie de Seguin, etc., dont il est témoin d'ailleurs devant son écran de télévision, il regarde le tirage, il voit tous ses numéros tomber, et après, je crois que c'est un homme qui se questionne perpétuellement entre la différence entre la chance et le hasard. Et il dit du hasard, il dit le hasard c'est la pudeur du divin. Et finalement il se rend compte que il aurait préféré avoir rendez-vous avec Dieu finalement plutôt qu'avec la chance. Voilà, voilà. Et finalement c'est cette chance auquel il renonce et qui va l'emmener d'ailleurs vers la folie, parce qu'évidemment le monde autour de lui va se coaliser, comme je vous disais tout à l'heure. Lui-même, est-ce que c'est pas d'ailleurs une décision qui est déjà motivée par la folie? Et il est seul. En plus, c'est un homme seul. C'est pas, je veux dire, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il a juste un père qui est mort et une mère qui n'est pas là, qui est absente. Et donc, c'est une décision qu'il prend véritablement pour lui. Sans doute, il y a quelque chose. C'est quand même un homme qui se questionne sur le divin. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, combien de temps vous avez mis à écrire ce reflet du hasard? Les reflets du hasard. Oui, oui, oui. Je ne peux pas vous dire, cher Lise, parce que le roman s'est installé en plusieurs parties entre le moment, vous savez, où vous avez le Eureka en sortant de la douche, oui. Vous voyez ce que je veux dire, comme Archimède dans son ça bar. Reste entre nous. La flotte. Voilà. Non, mais Archimède a fait son Eureka dans son bain. Donc on peut imaginer qu'une bonne idée de roman sorte après. C'est la propreté peut-être. Bien sûr. Oui. La propreté de l'âme, etc. Bon, non, ça s'est installé sur plusieurs mois, sur un temps très très long. J'y pensais depuis quelques temps, et je trouvais, si vous voulez, l'idée à la fois très kafkaïenne. Vous voyez, c'était cet homme qui finit par être, comment dirais-je, coupable d'un crime qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Accusé d'un vol qu'il n'a pas commis. Mais oui. Et en même temps, il y avait quelque chose un peu de Bartleby. Vous savez, cet homme qui dit toujours, ce personnage dans Bartleby qui dit toujours « I would prefer not to ». Je préférais ne pas le faire. Voilà, c'est une décision qui finit par devenir une espèce de vortex dans lequel son âme tombe, et surtout, le monde lui tombe, s'acharne dessus. Donc c'est une espèce de renversement un peu terrible, et aussi un déchaînement en partie antisémite à un moment du roman. Mais oui. Naturellement, mais oui. Il va plonger ce personnage vers la folie. Et ça, alors justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs romans en un. Parce que pour moi, il y a quand même les deux grandes parties. Il y a ce qu'on vient d'évoquer, et puis ensuite, il y a le rapport à la folie. Et oui. Ce rapport à la folie, alors, il y a beaucoup de thèmes dans votre roman. Il y a la folie, il y a l'amour aussi, on va en parler. Il y a le hasard, les hasards. C'est une suite de hasards, finalement. D'abord, il gagne, ensuite, il prend pas. Ensuite, il a tout le monde contre lui. Ensuite, il craque. Et tout ça, est-ce que c'est tout ça, les reflets du hasard, justement? Je me suis posé la question. Oui, et écoutez, je crois que c'est ça. Vous avez tout à fait raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le personnage entend à un moment à la radio une phrase qui vient lui parler, qui dit « Le hasard, c'est la pudeur du divin ». Oui. Et finalement, il finit par avoir l'intuition que, au-delà de cette chance qui lui est offerte d'avoir gagné au loto, il y a peut-être quelque chose d'autre que la vie va lui proposer. Instinctivement, il sent peut-être au fond de lui, je vous dis, même s'il n'explique pas complètement, il sent peut-être que, bon, il va renoncer à ça, mais que finalement c'est une épreuve. Voilà, c'est un homme qui
il est mis à l'épreuve de gagner quelque chose. Et finalement, il décide de perdre pour gagner, de renoncer parce qu'il sent qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, effectivement, c'est sans doute, en tout cas, il se trouve que c'est l'amour. Mais il y a un parcours initiatique, si je puis dire, qui est fait au sein de la folie, et il va tomber très très bas. Et on imagine à la fin qu'il se relève, en tout cas. Oui. C'est un peu l'impression qu'on n'a pas dévoilé la fin du roman, mais voilà. Alors, justement, quand commencent ces chapitres consacrés à la période de la folie à l'hôpital psychiatrique, vous écrivez « Commence ici l'autre roman d'une même vie, l'affluent chargé d'éponger la source. Ce livre aurait pu s'intituler « Les deux romans d'un homme ». Pourquoi ? Oui. Eh bien, c'est vrai. Et je dois même vous dire, puisqu'on peut parler en toute simplicité, et en tout naturel, que au moment où je propose à mon éditeur les deux romans d'un homme, il me retéléphone, voilà, et il me dit tout le monde on n'aime pas trop ton titre, voilà. Et au moment pile où il m'appelle, je croise dans la rue un rabbin en train d'attendre le bus. C'est pas vrai. Et je me dis, tiens, oui, absolument, pile en train d'attendre le bus, à l'arrêt de rive gauche, d'ailleurs, à Paris, René Char, voilà, rue du Bac René Char. Et je me dis, tiens, voilà un nouveau reflet du hasard. Et à ce moment-là, je me suis dit, génial, les reflets du hasard. Et je me suis rendu compte que, à y bien regarder, cet homme, c'est comme il est seul et qu'il vit au chômage, il est à son propre rythme, il est finalement si je puis dire, le terrain de jeu du hasard, n'est-ce pas? Et j'allais dire, nous toutes et tous sommes les terrains de jeu du hasard. Oui. Et j'ai trouvé ce titre, Les reflets du hasard, parfaitement accordé avec le fait que ce coup de fil s'est passé devant un rabbin en train d'attendre le bus. Je me suis dit, mais génial, les reflets du hasard. Voilà. Alors justement, Hélios Azoulay, vous décrivez à travers ce qui lui arrive et son internement, un monde psychiatrique qui fait très peur quand même. Sur quoi vous êtes-vous basé pour une telle description et surtout pour la description de ce psychiatre d'une froideur absolue, on va dire? Alors, cette deuxième partie du livre, elle est vraiment, pour moi, très précieuse et très intéressante. Oui, très. Car elle s'est écrite avant même que l'autre partie existe. C'est-à-dire que la deuxième partie a été écrite avant la première que vous avez. Ah, d'accord. Écoutez, oui, et si vous regardez bien, à la fin du livre, il y a une espèce de générique final où je parle de Marielle Rubens qui est une chanteuse. Alors, je voulais vous demander qui elle était, justement. Eh bien, c'est une chanteuse que vous entendez avec moi à tous mes concerts de musique des camps, par exemple, avec l'ensemble de musique incidentale. Et c'est aussi ma femme, la mère de mes enfants. Et je lui ai un jour proposé un simple jeu. Je lui ai dit, écoute, voilà, on fait un deal. Je vais t'écrire une lettre. On va pas se parler. Et toi, tu vas m'écrire une lettre en retour. Et sans expliquer aucun contexte, finalement, est né de ce jeu de hasard, d'écoute, de silence, est née cette correspondance qui est la correspondance d'un homme interné dans un asile psychiatrique. Et c'était pour moi très très beau parce qu'en tant qu'écrivain, ça me donnait une nouvelle façon de créer, c'est-à-dire que vous êtes du dos au mur, vous êtes obligé d'avancer avec les éléments que l'autre vous donne sans que vous n'ayez communiqué. Et ça permettait de créer une correspondance entre un homme et une femme dans un asile psychiatrique qui s'échangent des lettres d'amour par l'entremise d'une infirmière. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il y a un autre livre dans le livre, si vous voulez. Oui. Et ça, c'était pour moi très très fort parce que c'était comme de l'improvisation. Enfin, voilà, j'aime bien, vous voyez, quand j'écris, vous parlez de mes livres, de mes romans, mais j'ai aussi de la poésie, etc. Bien sûr. J'aime bien renouveler la façon d'écrire, de se jeter dans l'écriture. On ne le fait pas toujours de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le fait d'écrire avec quelqu'un d'autre une correspondance, je trouvais qu'il pouvait y avoir rien de plus sincère et pour moi, rien de plus perturbant
que d'être obligé de m'accorder à ce que l'autre allait décider, si vous voulez. Alors, justement, dans votre livre, qui est un roman, il y a aussi tout un côté très poétique, particulièrement dans l'écriture, dans la façon de poser les mots sur une page, des écarts entre les mots quand on lit, verticalement, horizontalement, comme on le trouve dans de nombreux livres de poésie. Sauf que vous, c'est un roman. Et j'ai trouvé que cet apport poétique apportait énormément au niveau du style. Mais tant mieux. Écoutez, je suis véritablement ravi. Vous savez, je crois que la poésie, c'est pas simplement le fait de rimer ou d'aller à la ligne. Oui. Et la poésie, c'est une manière aussi, j'allais dire, si je puis dire, même d'être au monde, donc aussi d'écrire. Et puis, je trouve que la page blanche, la page, qu'elle soit romanesque ou poétique, mais dans le cas dans mon cas là, de ce roman-là, la page blanche, c'est aussi un terrain de jeu. C'est aussi Bien un sûr. terrain de composition, Mais oui, c'est aussi un terrain d'architecture. Et donc, il y a à un certain moment, évidemment, la forme de la page fait sens aussi dans la narration. D'ailleurs, je ne quitte jamais la narration, ou en tout cas, quand je m'y éloigne, c'est un peu chagallien, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis peut-être en train de voler au-dessus d'une synagogue, mais le sol est toujours sous mes pieds. oui, c'est exactement Donc, ça. voilà, Ouais. il y a quelque chose de cet endroit. Et pour moi, la poésie, je veux dire que non, d'ailleurs, vous savez, je vais vous dire quelque chose, je me pose pas du tout la question. Moi, quand je fais un livre, je me dis, Elios, tu fais un livre, mais tu fais de la littérature. Et la littérature doit avoir des exigences, et ces exigences doivent être là. Enfin, un roman, ça n'est pas que l'histoire. Vous Bien comprenez ce sûr. que je veux dire? Il y Bien a trop de sûr. romans qui sont déjà des films ou des séries télévisées. Voilà. Bon, mais ça, on s'en fiche. Les gens devraient écrire des scénarios. Un roman, c'est de la littérature. Vous voyez, moi, quand j'écris, ben, j'ai Rimbaud qui me regarde et qui me dit, eh, tu sais, moi, je suis allé très, très loin. Voilà. Et est-ce que tu peux, dans une narration, aller et tenter d'aller aussi loin avec une langue poétique, avec une langue affranchie dans une certaine mesure de l'histoire? Et finalement, je vais même peut-être aller plus loin, quitte à provoquer, si je puis dire, naturellement. Mais dans une certaine mesure, il me semble que parfois, l'histoire n'est qu'un dommage collatéral de ce que vous êtes en train d'écrire et de là où vous poussent les mots. Et c'est de cette façon-là que ce roman devient le roman d'un monde qui flottant et d'un homme flottant, d'un homme qui flotte entre ses décisions, ses indécisions, sa folie, ses récits de rêve, les récits de son enfance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un monde flottant, tout à fait. Oui. Alors, avant qu'on se quitte, j'aurais aimé savoir quelles questions, quels thèmes vous auriez souhaité aborder, vous auriez souhaité que je vous pose et que je n'ai pas posé. Ah écoutez, vous savez, Charlie, j'ai l'impression maintenant qu'on se connaît pas mal. Oui, Et donc, non, mais c'est vrai, vous avez lu mes romans, vous avez lu, pas que mes romans, mais même pour Tommy, mon oui. dernier livre sur ses dessins faits dans les camps. Vous m'avez vu en concert également. Vous me connaissez bien, vous m'avez posé de très très bonnes questions. Moi, je suis très. Peut-être ce que je voudrais dire, Oui, c'est que c'est un roman très très brutalement simple, véritablement. Et c'est le roman d'un grand innocent. Voilà, c'est le roman d'un grand innocent. Et vous savez ce que dit Romain Gary sur les faibles. Il dit c'est toujours les faibles qui sauvent l'honneur. Eh bien, je crois que c'est l'histoire d'un grand innocent qui sauve l'honneur par une décision qui n'est pas motivée ni par la politique, ni par l'engagement, mais simplement parce qu'il sent qu'il y a une pureté, il y a quelque chose au-delà de la chance qui lui est offerte. Et qu'au-delà de la chance, il y a le hasard. Et c'est ce qu'il finit par invoquer. Et ça s'appelle l'amour. c'est beau. Elios Azoulay, Les reflets du hasard, à se procurer très vite aux éditions du Rocher. Elios, on va terminer cette émission avec un titre tiré de votre musique incidentale, dont on avait déjà parlé sur cette même antenne. Vous avez choisi un morceau klezmer pour ce matin. De quoi s'agit-il ? Ah, c'est un magnifique morceau klezmer qui s'appelle Veyayer Eineinu, qu'un certain nombre d'entre vous et d'entre nous reconnaîtront, et qui veut dire éclaire nos yeux. Et je crois qu'on en a tous véritablement besoin. Oui, vraiment. Éclaire nos yeux, absolument.
Elios Azoulay, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce matin et bravo pour ce très beau livre, Les reflets du hasard. Et on termine avec Veha Ereinenu. Au revoir, à bientôt. À très bientôt.